Donc, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Je suis Gwenaëlle Kenaon-Hervé, directrice générale de Rivacom. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du Forum économique breton pour cette conférence qui va traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui 4 femmes, uniquement des femmes. Mais soyons clairs, extrêmement clairs, c'est un sujet qui ne concerne pas que les femmes, et c'est un sujet qui concerne infiniment les hommes. Et on va le voir tout au long de cette conférence. J'ai même envie de dire qu'ils ont beaucoup d'intérêt à faire que cette égalité professionnelle soit meilleure dans l'entreprise. Je vais donc vous présenter nos 4 intervenantes. Je commence par vous, Hélène Bernicot. Vous êtes directrice générale du Crédit Mutuel Arkea depuis 2020. C'est une fonction que vous partagez avec Anne Le Goff. Donc vous formez un binôme féminin à la tête d'un groupe bancaire, ce qui est à la fois assez inédit au niveau européen et puis emblématique de la démarche de mixité qui est conduite depuis des années au sein du groupe. Bonjour Hélène. J'accueille aussi Christine Lozakmer. Bonjour Christine. Vous êtes dirigeante de l'agence Conseil et Marketing Concept et également de Web by Concept. Vous êtes aussi présidente du MEDEF 29 et à ce titre, dans ce cadre-là, vous êtes membre du Conseil exécutif national et du comité des métropoles du MEDEF. Bienvenue Christine. Elena Manérou, bonjour Elena, vous êtes fondatrice et dirigeante de M180. C'est un organisme de formation, une entreprise aussi à mission, puisque vous prenez soin de ceux qui prennent soin de nous. Et Elena, vous êtes également présidente de Femmes de Bretagne, qui est un réseau qui œuvre en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Enfin, à ma gauche, Marine Bruno, vous êtes dirigeante de Egalus, qui est un cabinet de conseil et de formation sur les questions d'égalité femmes-hommes, et vous êtes également auteure, puisque vous finalisez un livre sur le thème du syndrome de l'impostrice. Bienvenue également. Alors, pour débuter sans attendre, on va commencer par une vidéo qui a été réalisée par le Telegram qui pose le contexte et après on va passer au sujet concret et aux actions et comment nous abordons ce point en entreprise. L'égalité homme-femme à la tête des entreprises, c'est pas encore ça. Et à votre avis, qui dirige encore les sociétés la plupart du temps ? Mais non! Mais hasard de dingue! Et pourtant, les femmes s'illustrent comme les parfaites élèves en la matière, car si on se penche sur le taux de rentabilité des entreprises de ces dernières, elles présentent un taux de rentabilité opérationnelle de 8% contre 5,7% pour leurs homologues masculins. Mais tout ça ne change en rien la situation actuelle, je m'explique. Si les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes parmi les entrepreneurs individuels, c'est un peu moins vrai au sein des micro-entrepreneurs et encore moins parmi les gérants majoritaires de sociétés. En gros, plus l'entreprise est grosse, moins les femmes dirigent. Et comme si c'était pas suffisant, les femmes dirigeantes gagnent moins que les hommes. À nouveau, cet écart dépend du type d'entreprise. En effet, plus l'entreprise est grosse, plus l'écart de salaire l'est également. Enfin, les femmes créent moins d'entreprises, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de la peur de conjuguer maternité et responsabilité professionnelle, et enfin à cause des obstacles qui les empêchent tout simplement de se lancer. Alors Christine, je voudrais commencer par vous interroger, puisqu'il est fait mention dans cette vidéo de la meilleure rentabilité des entreprises dirigées par des femmes. Quelle est votre lecture sur cette donnée ? Alors, bonjour à tous. Je me réjouis de voir des femmes et des hommes, parce qu'effectivement, Gwenaëlle a posé le constat, il n'y a pas d'hommes sur cette table ronde, mais le collectif, c'est des hommes et des femmes. Et j'insiste sur le « et ». Parce que on peut pas considérer que c'est l'un contre l'autre, mais au contraire, la force, c'est d'être l'un avec l'autre. Donc ça, c'était le petit préambule. Alors, la rentabilité des sociétés, effectivement, on a tendance à dire qu'une femme gère son entreprise comme elle gère son foyer, c'est-à-dire en bonne chef d'entreprise et en bonne mère de famille. Donc, et à cela, alors il y a peut-être plusieurs facteurs, peut-être parce que justement on travaille excessivement le collectif, donc on ne pense pas qu'à soi. Alors je ne dis pas que les hommes ne pensent qu'à eux, hein, loin de là, mais on ne gère pas que soi-même, on gère aussi ses équipes, ses collaborateurs, ses salariés, et je peux dire que chaque matin quand je me lève,
je ne me rase pas, mais je regarde ce qui est intéressant dans le collectif de mon entreprise, femmes et hommes. À titre d'exemple, j'ai 50% d'hommes, 50% de femmes dans mon entreprise. Ce n'est pas forcément un choix toujours d'ailleurs, c'est avant tout la parité pour la parité, ce n'est pas l'objet, c'est la parité avec les compétences. Et on a tendance à se prévaloir de mettre une femme pour une femme, alors qu'on met une femme parce qu'elle est compétente avant tout. Et ça, c'est important. Donc forcément, comme on a des talents, une mixité, une parité, des compétences, l'entreprise forcément fonctionne très bien. Et puis parce qu'on a justement en tête toujours cette volonté de travailler collectif et de se dire salarié homme comme salarié femme, demain je travaille pour ce collectif et je veux que ce collectif réussisse ensemble. Donc je pense que c'est aussi une des clés. Très bien. Et justement, pour compléter cette partie-là, selon vous, quelles sont les bonnes façons en entreprise de favoriser cette égalité entre les femmes et les hommes ? Alors, je promeus une direction transverse. C'est-à-dire que, alors, pour autant, promouvoir une direction transverse et pas verticale ne veut pas dire que je sois ou les femmes soient incapables de prendre des décisions. Mais en tout cas, je pense que c'est important que ce collectif gère à tous les niveaux la stratégie de l'entreprise, qu'elle participe à tous les niveaux décisionnaires de l'entreprise et qu'elles amènent aussi leurs idées, leurs compétences, les innovations. C'est vrai aussi pour les hommes. Donc, à titre d'exemple, je ne choisis jamais mes collaborateurs. C'est le collectif de l'entreprise qui choisit les collaborateurs de manière à ce que l'écosystème concret, qu'il soit petit, grand ou moyen, puisque j'ai la chance de pouvoir voir des entreprises TPE, PME, ETI et grands groupes, on se dit que ce collectif, quand on travaille de manière transverse, nous amène non seulement des compétences, mais nous amène aussi des idées, nous amène aussi un autre regard. Le fait de ne pas choisir mes collaborateurs me permet de ne pas rentrer dans un silo qui me bloquerait sur uniquement peut-être un CV ou uniquement une disponibilité ou uniquement un critère d'âge. Le fait de mettre mes collaborateurs en avant-première sur le choix, ils regardent le spectre un peu plus large et puis ils me donnent aussi un éclairage, une autre vision du salariat et de la collaboration. Donc ça aussi, c'est peut-être un prisme intéressant. Ok, cette dimension est d'inclure finalement vos collaborateurs pour chercher. Vous m'aviez aussi évoqué le fait de faire des grilles d'évaluation qui changent un petit peu pour objectiver aussi les profils, les compétences que vous évoquiez. Là, c'est peut-être une idée. Alors, ça me vient parce que dans mon métier, je réponds à des appels d'offres. Et vous savez que les appels d'offres, vous avez des critères d'évaluation, une grille d'évaluation, et vous êtes noté. Je me dis que parfois, et pourquoi pas, alors il y a sûrement beaucoup d'entreprises qui le font, mais plutôt que se dire je pense à un tel ou à une telle, pourquoi il n'y a pas plusieurs personnes qu'on pourrait évaluer en fonction d'objectifs très pertinents, mais de se dire je ne regarde pas forcément la seule personne qui, à mon sens, répond au poste, mais j'ai une grille d'évaluation, une grille d'analyse qui met plein de petits items les uns à côté des autres, et puis parfois on peut se rendre compte que la personne auquel on avait pensé n'est pas forcément la meilleure, et qu'au contraire, une somme de compétences sur une grille d'évaluation fait que la personne auquel on avait peut-être pensé en 2 ou en 3 est finalement la meilleure. Donc voilà, c'est des choses que je peux regarder dans mon entreprise, que je sais que d'autres entreprises regardent. Voilà, pourquoi pas. Oui, donc finalement une grille pour évacuer ces a priori qu'on pourrait avoir par rapport aux gens, finalement. C'est ça oui, notamment l'idée. Oui, parce que je pense que souvent, à tort ou à raison, mais on a peut-être des idées reçues, on a peut-être un mécanisme intellectuel en place. Et là aussi, même l'innovation RH nous demande d'être différents, innovants. On parle beaucoup de marque employeur et Dieu sait si c'est important, mais voilà, il faut se réinventer sur notre manière d'apporter peut-être la parité. Je pense qu'elle existe de plus en plus et c'est un concept
La parité, comme je disais tout à l'heure, la parité pour la parité, c'est pas intéressant, mais la parité pour les compétences, c'est intéressant. Voilà, donc voilà, il faut savoir se réinventer, il faut savoir attirer, et parfois les idées, elles viennent pas seulement du dirigeant, mais de son équipe. Absolument. Donc, et c'est vrai que là, vous touchez un point qui est très intéressant, c'est ces idées reçues, finalement, cette segmentation qui existe des genres, qui est une réalité très prégnante dans l'entreprise, mais pas que, d'ailleurs. Et je voulais vous entendre, Marine Bruno, s'il vous plaît, justement, sur comment se construit cette socialisation différenciée, et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour venir déconstruire, justement, ces idées reçues qu'on peut avoir. Alors, je commencerai par montrer un nombre, le nombre 52. Alors, en réalité, je me suis un peu arrangée de ce nombre, puisque normalement, c'est 51,7%. Et c'est la part des femmes en France à l'heure actuelle, ce qui montre bien que les femmes ne sont pas une minorité. Et pour reprendre la phrase d'Hillary Clinton, aucun rapport avec ses propos politiques par ailleurs, mais elle dit que les femmes sont le plus grand vivier de compétences au monde, inexploité. Et je trouve toujours intéressant, dans un espace comme un forum économique ici, de devoir faire une table ronde spécifique pour évoquer à quoi servent les femmes et le fait que c'est important d'avoir des femmes. Je vais utiliser un terme que vous n'entendrez officiellement dans les tables rondes et les rencontres pendant ces 2 jours qu'une seule fois, parce que c'est un terme qu'on dit rarement dans le monde professionnel. Je vais dire le mot pénis. Faites très attention, je vais le redire dans une minute. Mon propos, en fait, c'est de dire que la compétence, c'est pas du tout une question de sexe. Et on a codé le monde du travail au masculin pendant très longtemps. On a considéré que pour être effectif, efficient, il fallait disposer d'un pénis. Ça y est, je l'ai dit et je m'arrête là-dessus. Si je reviens sur cette histoire des 52%, ça nous montre bien qu'aujourd'hui, c'est important pour nous, qui sommes chefs et chefs d'entreprise, de bien penser qu'on a un vivier de compétences qui est encore trop inexploité, notamment dans la majeure partie des classes de métiers à l'heure actuelle, ce sont les femmes. Or, les femmes ont plein de choses à apporter. Et pour moi, il y a une responsabilité des entreprises, et je vais y revenir, mais il y a avant tout une responsabilité de notre socle aussi, sociétal, éducatif. Les entreprises aujourd'hui que je rencontre me disent dans certains mondes qu'elles ont du mal à recruter des femmes, elles ont du mal à avoir des viviers de femmes. Quand elles vont amener une compétence, quand elles vont rechercher quelqu'un, globalement, elles vont toujours trouver des CV géniaux d'hommes et elles vont avoir du mal à trouver des femmes. Pour moi, c'est l'aspect éducatif qui est derrière tout ça. Je pourrais passer 2 heures à évoquer toutes les études que je connais par cœur sur tous les éléments qui font que dès la petite enfance, les filles à l'école et dans la vie aussi, dans la famille, ont globalement moins d'espace pour parler, moins d'espace dans la cour d'école aussi, pour grandir et se construire et pour se sentir légitime. Et pour moi, qui suis actuellement en train de terminer mon bouquin justement sur le syndrome de l'impostrice, la question de la légitimité, c'est une question centrale aujourd'hui. Évidemment, j'évoque les choses de façon globale. Messieurs, ici, dans cette pièce, peut-être que certains d'entre vous ont eu besoin de beaucoup de temps pour se sentir légitimes. Et vous, mesdames, peut-être que certaines d'entre vous se sont toujours senties légitimes depuis l'école primaire. Elles ont joué au foot, elles ont utilisé tout l'espace dans la cour d'école et aussi la prise de parole en classe et à la maison. Mais malheureusement, globalement, on a encore un travail à faire sur tous ces éléments-là. Ce que je veux dire, c'est que tout se tient par la barbichette, au final, si on regarde bien les choses. Et on voit que tout concourt dans notre éducation, à la fois à la maison, globalement, à la fois dans la société, dans l'espace public et aussi à l'école. Tout concourt à ce que nous ne nous sentions pas faire partie de ces 52%, mais d'une minorité. J'ai donc fait une étude informelle l'année dernière sur toute l'année scolaire, dans toutes les écoles dans lesquelles je suis passée, dans les entreprises. J'ai posé une question à chaque fois, au tout début, une question initiale, à chaque personne présente. Selon vous, quel est le pourcentage de femmes en France ? Et j'ai fait à la fin de l'année, la fin juin, la fin de l'année scolaire, ma petite stat. Et en fait, en moyenne, on m'a répondu 25%. Sachant que je travaille avec des collectifs en non-mixité purement féminine, en non-mixité purement masculine et aussi en mixité. Donc ça montre bien comment nous aussi, les femmes, nous avons évidemment notre responsabilité de bien comprendre que nous faisons partie du monde. Et ça, c'est un élément important. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que ces stéréotypes sont solidement ancrés, donc c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc comment on fait concrètement, parce que l'idée, c'est aussi d'être très concret aujourd'hui, pour les déprogrammer ? Qu'est-ce que vous recommandez, vous, au quotidien, auprès des entreprises que vous conseillez ? Ça passe par le fait d'utiliser des experts extérieurs. En fait, nous avons tous et toutes été construites et construits dans une société
je vais utiliser encore un gros mot, pardon, patriarcal, qui veut dire que nous avons un système de hiérarchisation entre les femmes et les hommes, ce qui ne veut pas dire qu'individuellement, messieurs, vous vous sentez supérieurs à nous, et nous, individuellement, nous nous sentons évidemment inférieurs à vous. Tout va bien de ce côté-là et du côté de l'estime de soi, notamment des femmes présentes là. Cependant, c'est une réalité dans notre système global, sociétal. Et donc, de fait, le travail qu'il y a à réaliser, c'est de s'entourer d'expertes et d'experts qui, eux, sont détricotés et formés à ces questions-là, qui ont une expertise là-dessus et qui peuvent soutenir les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a un socle juridique extrêmement fourni en termes d'égalité professionnelle et pourtant, ça ne suffit pas. Ça montre bien que le texte juridique, c'est peut-être la base, c'est le socle, mais dans le réel, il faut se former et surtout, j'ai envie de dire, se déformer, se déprogrammer. Je déteste le terme de déconstruction, mais plutôt le terme de détricotage des stéréotypes qu'on a tous et toutes, et notamment former tous les dirigeants et dirigeantes et toutes les personnes qui vont s'occuper du recrutement. Parce que comme Christine l'a bien dit, on est empreinte de stéréotypes et il y a une réalité qui est qu'on n'est pas toujours conscient des stéréotypes et notamment des stéréotypes de genre qui vont faire filtre dans nos capacités de recrutement. Et notamment, on peut avoir de l'expertise dans le recrutement global, mais aujourd'hui, il faut se former en plus pour détricoter les stéréotypes divers et variés, notamment les stéréotypes de genre. Et vous m'aviez expliqué, quand on a préparé cette conférence, que dans ce process à la fois de détricotage, comme vous dites, et puis de formation, on ne s'adresse pas de la même façon aux femmes et aux hommes. On ne va pas venir travailler les mêmes aspects. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, je dirais que globalement, je suis plutôt adepte de la mixité parce que vous l'aurez remarqué, dans le vrai monde, en dehors d'un petit temps de formation, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a tout le monde. Donc on ne peut pas partir du principe qu'il faut prendre les femmes et puis les former dans un coin, les hommes les former dans un coin, puis après tout le monde se débrouille. Cependant, il y a une réalité aujourd'hui qui est que l'impact de ces stéréotypes n'est pas le même chez les femmes et chez les hommes. Et on constate vraiment, toutes les études nous le montrent, et je le vois dans ma pratique aussi, que quand on sépare sur un temps très court les femmes et les hommes, en fait, s'ils disposent d'un espace de parole pour évoquer leur réalité très genrée encore. Et donc, moi, je pratique aujourd'hui des formations séparées en non-mixité et ensuite un temps en plénière. On a travaillé des choses différentes, même si sur le sujet de fond, on est sur la même chose. Et ensuite, on se retrouve dans la vraie vie, tous et toutes ensemble, et puis on continue à avancer. Et là, on partage beaucoup mieux. Et une fois cette formation passée, tout n'est pas fini. Donc, vous évoquiez le fait d'engager les managers, de poser aussi un contexte de travail qui permet de mettre des règles et ça aussi, je veux bien que vous le développiez parce que c'était vraiment intéressant. Oui, la partie sur les règles, c'est en lien aussi avec le fait que souvent, quand une entreprise vient me chercher, c'est parce qu'elle a eu une problématique, notamment généralement une problématique de ce qu'on appelle les VSS, violences sexistes et sexuelles, et on va vouloir mettre en place une enquête interne ou ce genre de choses, ou alors simplement on est un peu désespéré, on ne sait pas quoi faire, parce qu'en fait on a face à nous, par exemple, 2 très bons éléments, et on en a un qui aura harcelé ou agressé l'autre. Vous voyez que je ne genre pas dans cet espace-là, d'accord ? Et de fait, on va souvent m'interpeller dans des situations d'urgence, alors qu'en réalité, ce qui fait le terreau de la possibilité qu'une personne se sente suffisamment en situation d'impunité pour pouvoir avoir ces agissements-là, ce comportement-là envers des collaborateurs ou collaboratrices, c'est le fait que globalement, c'est toute la culture de l'entreprise pour laquelle on devrait travailler sur le fond, notamment pratiquer ce qu'on appelle la tolérance zéro et rappeler ça régulièrement, inscrire ces éléments-là dans le règlement intérieur. Ici, on n'agresse pas. Ici, on ne harcèle pas. Et le redire régulièrement aussi, que ce soit vraiment porté dans toute la culture d'entreprise. Vous pouvez l'avoir écrit quelque part, notamment sur votre affichage obligatoire, en salle de repos ou autre. Les gens ne lisent pas trop ces choses-là. Par contre, si de temps en temps, quand on fait... aujourd'hui, quand je travaille par exemple avec les collègues de la DIR Ouest, concrètement, ils ont ce qu'ils appellent leur quart d'heure de sécurité. Donc, ils vont se rappeler que c'est important de porter le masque quand on est sur le bord de la route, etc. De porter le casque, pardon, quand on est sur le bord de la route. De fait, on va leur rappeler aussi que c'est extrêmement important de se rappeler qu'il ne faut pas harceler les collègues. Et qu'est-ce que c'est le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et tous ces éléments-là. Où ça commence ?
où ça commence, quand est-ce que ça commence, quand est-ce qu'on passe à l'étape du dessus. C'est une pyramide, les violences sexistes et sexuelles. C'est juste qu'à partir d'aujourd'hui, ce serait intéressant, vous qui entendez cet échange, que vous puissiez penser à interpeller les experts et expertes sur ces sujets, sur la question globale de votre culture d'entreprise, et pas seulement nous contacter quand vous êtes dans une situation d'urgence, parce que dans ce moment-là, en fait, on a un travail énorme à faire. Alors que quand on arrive dans un temps hors urgence, on peut vraiment faire un travail de fond ensemble qui permet que personne ne se sente mis de côté et surtout qu'on sorte de l'aspect manichéen de, en gros, les hommes agressent et les femmes sont victimes. C'est tout à fait ce que disait Christine vraiment tout à l'heure. L'idée du travail autour des questions d'égalité femmes-hommes, ce n'est pas de nous mettre dos à dos, ce n'est pas de détester les hommes et d'être misandre, on n'est pas du tout là-dedans. En revanche, c'est de dire comment maintenant on peut mieux vivre ensemble. La responsabilité des dirigeantes et dirigeants d'entreprise, c'est de faire en sorte que dans l'entreprise, on ait une qualité de vie au travail qui soit excellente, aussi excellente que possible, et ça passe notamment par le fait que chacune et chacun ait sa place. Oui, donc la direction, les managers, informer les collaborateurs, les former, et puis donc pour créer un cadre de travail finalement sécurisé. Et sur ce point, est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations justement de points précis ou assez symboliques à détricoter que vous rencontrez les plus fréquemment ? Oui, régulièrement en entreprise, on me dit que c'est pas toujours facile de recruter des femmes, notamment des femmes dans ma classe d'âge, les trentenaires. Pourquoi ? Parce qu'elles s'absentent. Vous savez, elles nous font des enfants. Oui. Ah, elle nous a fait un gosse l'année dernière et elle va nous en faire un deuxième l'année prochaine. Et c'est une réalité, les femmes s'absentent. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, le cadre législatif notamment a évolué et les hommes aussi s'absentent. Parce qu'en fait, il faut aussi une gamète mâle pour faire un bébé. Et parfois, quand on est dans une relation de couple, notamment hétérosexuelle, monsieur a droit à son congé paternité. Et donc, de fait, aujourd'hui, quand on pratique le recrutement, on pense tout de suite, non pas à demander « est-ce que vous comptez nous faire un gamin dans l'année ?» Je rappelle que cette question est illégale, mais être dans l'idée que peut-être on va devoir penser qu'à une certaine classe d'âge, notamment chez les femmes, nous sommes plus limités dans le temps, on risque d'avoir un enfant, on va tout de suite penser que cette personne, il y a un moment donné où elle sera absente. Et si on a cette pensée égalitaire que quand je recrute un homme, il pourra à un moment donné potentiellement partir en congé paternité, et quand je recrute une femme, c'est aussi le cas. En fait, on sort de l'idée que travailler avec des femmes et des femmes à l'âge en capacité de se reproduire, alors ce sera un problème. En fait, c'est un problème pour tout le monde. Et notamment, je pense à cet aspect, demain, on aura peut-être beaucoup moins de femmes présentes au forum parce que demain, c'est la rentrée des classes. Et si dans la culture d'entreprise, on pense tout de suite que les femmes peuvent aussi être des mères, mais que les hommes peuvent aussi être des pères par ailleurs, on travaille tout de suite la question de l'articulation vie perso, vie pro. Et vous voyez que quand je dis ça, à aucun moment, j'ai dit quoi que ce soit de négatif sur les hommes et à aucun moment, je n'ai parlé de violence. Mais juste, on est dans le droit positif. C'est-à-dire que tout le monde ait accès aux mêmes choses, notamment la question du congé paternité. Et sur ces aspects, justement, de détricotage, il y a un point que vous aviez évoqué aussi dans nos échanges, qui était cette logique, en tout cas, d'autocensure que pouvaient rencontrer les femmes, de fait de surjouer aussi certains stéréotypes. Je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment aussi là où ça va se nicher et on voit bien que les femmes et les hommes n'ont pas tout à fait la même chose à travailler. Oui, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, nous sommes tous et toutes responsables du fait que nous allons potentiellement laisser un monde un peu plus égalitaire à ceux qui sont le futur, et ce n'est pas nous, ce sont nos enfants. Désolée, je dis un peu crûment comme ça. Et donc ça veut bien dire qu'en fait, il n'y a pas un travail que doivent faire les hommes ou un travail que doit faire l'entreprise, il y a un travail que tout le monde doit faire individuellement en fonction des différents mondes dans lesquels il s'inscrit. Et pour moi, il y a une réalité qui tient lieu à notre éducation, qui est notre responsabilité en tant que femme aussi, de sortir de tous les mécanismes d'autocensure. Quand on le voit quand on travaille avec des jeunes filles, des lycéennes, si elles vont rencontrer un avionneur dans un salon, par exemple, globalement, elles vont souvent poser des questions pour devenir hôtesse de l'air. Et les garçons vont poser des questions pour devenir pilote. Qu'est-ce qui fait que les filles ne pensent pas à devenir pilote et que les garçons, sauf à la marge, ne pensent pas à devenir steward ? Et c'est toute cette question des stéréotypes-là. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses à faire évidemment du côté des hommes, dans le détricotage, dans plein d'éléments qui concernent aussi la vie personnelle. On pourrait parler de la charge mentale, mais il y a un travail que nous aussi, on doit faire en tant que femmes, et ça, on peut le faire aujourd'hui parce qu'on commence à avoir de plus en plus de rôles modèles.
C'est déjà rien qu'à nos places professionnelles, oser nous considérer nous-mêmes comme des rôles modèles. Vous avez là, sur le plateau, 5 femmes qui... Elles ne se disent pas comme ça chaque matin, je vous rassure. Comme disait Christine, on ne se rase pas, mais on ne se dit pas non plus je suis rôle modèle, mais dans les faits, on l'est. Parce que juste, on existe et on montre que c'est possible de faire ce qu'on fait et de le faire sans violence. Donc il y a le fait de se positionner comme rôle modèle. Il y a le fait, mesdames aussi, que nous puissions nous construire sur un mode de sororité, comme ces messieurs se construisent sur un mode de fraternité, et on le voit dans divers mondes, et ça aussi dans la vie professionnelle. Et puis, je dirais que du côté des hommes, il y a cette question de travail autour peut-être de ce qu'on appelle l'empathie. Non que vous n'en ayez pas, mais simplement l'éducation que vous recevez notamment à l'école vous empêche globalement d'être à l'aise avec vos émotions et ensuite de savoir en faire quelque chose de positif. Et donc, si on est dans la formation pour les femmes sur des éléments spécifiques et chez les hommes dans des éléments spécifiques, après on se retrouve très bien tous ensemble. Je tiens juste à dire un élément, c'est que tout ça, ça n'est pas sur le mode de l'essentialisme. Nos cerveaux sont les mêmes. Donc les femmes n'ont pas plus de capacité à la base à être mignonnes, gentilles, dociles et je ne sais trop quoi. Et les hommes n'ont pas plus de capacité à la base à prendre la parole, etc. Alors je fais ça, mais comme si... C'est vrai que sur la masse musculaire, il y a une question physique réelle que je ne nie pas. Mais vous voyez, sur les éléments du leadership, cependant, c'est vraiment toute notre éducation qui va nous conduire à nous auto-censurer, nous, en tant que femmes, et les hommes à prendre une place qui n'est parfois pas celle qu'ils souhaitent prendre. Mon propos final, ma conclusion, ce serait de dire qu'en fait, il y a du travail à faire auprès de tout le monde. Donc, entourez-vous d'expertes et d'experts. Je ne pense pas avoir eu un discours anxiogène, là, ni culpabilisateur envers qui que ce soit. Pourtant, c'est une question dans mon expertise depuis 20 ans. Donc, vous voyez qu'on peut penser ces sujets sans sortir de là en larmes et en se disant je suis un homme, c'est horrible, je suis une femme, c'est horrible. Tout va bien. Parfait. Merci. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Marine. Justement, Elena, je me retourne vers vous, puisque vous avez été, avant d'être fondatrice d'entreprise, vous avez été DRH pendant 17 ans. Je voudrais savoir avoir votre réaction sur ce qui a été dit, les compétences qui n'ont pas de sexe, l'importance des rôles modèles, pourquoi aussi ça peut être bon pour le business, toute cette diversité. Ça m'intéresse de vous entendre. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais commencer par une illustration. Ce sont un papa et son fils qui se promènent. Et le fils demande à son père « Papa, c'est quoi être un homme ?»« Écoute, fiston, un homme s'occupe de la maison, de la famille, veille à ce que tout le monde soit en sécurité, à que personne ne manque de rien. Oh, papa, quand je serai grand, je vais être un homme, comme maman. » Voilà. En fait, tout dépend de notre regard. J'aime bien aussi. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas une question de compétences. Depuis qu'on peut étudier, nous les femmes, on a prouvé qu'on peut faire des études supérieures comme tout le monde, et même qu'on est plutôt bon élève. Par contre, quand on arrive en entreprise, qu'est-ce qui se passe ? Les chiffres sont là, hein. On est 52% dans la terre. En revanche, on n'est pas 52% à prendre des décisions. Et c'est à tout niveau d'entreprise, tout secteur confondu. Après, on a des secteurs plus genrés, les uns que les autres. Moi, je travaille avec un secteur qui est très genré, mais très féminin. On aimerait bien avoir des hommes dans les services à la personne, la propreté, tous ces secteurs du prendre soin. Et bref, vous savez plein d'exemples de l'inverse. Ce que je voulais dire, c'est que, puisque ce n'est pas une question de compétences, donc ce n'est pas une question de savoir-faire, de quoi il s'agit ? Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de faire savoir. Les femmes, on a du mal à faire savoir. On a du mal à prendre la parole en public. Enfin, et ne serait-ce qu'en réunion. Quand on est directrice marketing, j'aurais dû dire DRH, parce qu'on est quand même nombreuses DRH. Je ne sais pas, ça doit être une fonction très féminine. Quand on est DRH et on doit prendre la parole à un comité de direction, et ben, c'est en fait, c'est moins important que les DIRCO. C'est moins important que les fonctions de production. C'est hyper énervant, on est tous contributeurs. Et ben, pourquoi il n'y a que des femmes dans les marketing, dans les postes de direction, dans les RH ? Pourquoi on ne serait pas dans la production ? Bon, là, on a un exemple contraire avec Hélène à mes côtés, hein, et c'est un très bon exemple. On doit passer plusieurs barrières pour arriver au poste de direction, mais en réalité, il s'agit de la culture d'entreprise qui a été citée tout à l'heure. Donc tout ça, ce n'est pas fait exprès.
on peut reconnaître les compétences des femmes. Et on les reconnaît. On peut reconnaître les compétences des hommes. Sauf qu'aujourd'hui, quand on va évaluer quelqu'un pour les faire évoluer, on est sur une grille qui tient compte, mine de rien, d'aspects que certaines femmes, encore, n'ont pas intégrés. Comme par exemple faire du réseau. Comme par exemple parler longuement en réunion sans se faire couper la parole, comme par exemple, enfin voilà, ces compétences que les hommes incarnent depuis très longtemps et qui ont dû développer pour se faire entendre aussi. Hein. Donc comme on n'a pas forcément envie de perdre du temps le soir pour aller réseauter, du coup on ne réseaute pas, parce qu'on est quand même très pragmatique, on est obligé de toute façon pour gérer tout ce qu'on a à gérer. Ça va peut-être changer avec les congés paternité. Mais je ne serai pas là demain, moi, par exemple. Et j'ai un mari qui est formidable, mais voilà, il sera là après-demain. Bon, en tout cas, on a encore du chemin. Et l'égalité, c'est un long chemin à faire tous ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les avancées pour l'égalité, ce sont des avancées pour la société. Certes, il y a pour les enfants, mais franchement, on s'en sort tous grandis, et les entreprises les premières. Pourquoi ? Parce que la mixité, et j'ai envie de dire la diversité, amène l'innovation. Si on met que des cerveaux similaires à brainstormer, on sortira la même patate tous les ans. Si en revanche, on met des gens qui n'aiment pas la patate à faire la réunion, et peut-être qu'on fera d'autres choses avec la patate. Donc l'idée, c'est d'avoir demain, j'espère, des patronnes et des patrons qui seront ouverts d'esprit, qui oseront... Alors, c'est pas facile de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes mindsets que nous. Mais par contre, ça amène la richesse, ça amène la diversité, ça amène l'innovation. On est face à des changements, à une transition à tout niveau terrible. Si on n'est pas capable d'être ouvert, d'être dans la coopération, ça, on sait faire très bien, nous, la coopération. On était obligés, depuis toujours, de coopérer. Donc, on coopère plus qu'on fait de la compétition. Ce sont des termes, voilà, après on s'étonne pourquoi les femmes étudient les maths mais ne sont pas ingénieurs. Et bien parce qu'on a associé les mots ingénieur à l'époque où on a créé ces métiers dans les années 80 au pouvoir. Vous verrez, si vous êtes ingénieur aujourd'hui informatique, demain vous allez avoir entre vos mains les droits de... ça n'intéressait pas les femmes, pourtant c'était excellente en mathématiques. Parce qu'avant les mathématiques étaient associées à l'école, à être prof. Bref, donc, ce n'est pas une question des compétences, on sait faire tout aussi bien, c'est une question des mentalités, c'est une question de qu'est-ce qu'on va valoriser. Qu'est-ce qu'on valorise en entreprise ? Quand on va évaluer quelqu'un, voilà, est-ce que c'est juste des compétences, est-ce que c'est le savoir-faire, le savoir-être, et dans les savoir-être, qu'est-ce qui intéresse à l'entreprise ? Et c'est là où il faut qu'on évolue beaucoup. Et c'est là où il faut qu'on soit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... qu'on prenne des risques, puisqu'on est en crise, prenons des risques. Et intégrons des femmes, mais pas que, intégrons les autres, les gens en général. Ne restons pas enfermés dans ce qu'on fait d'habitude. Soyons fous, osons la mixité, osons la diversité, et vos entreprises se porteront très très bien. Vous serez un avantage concurrentiel. Voilà. C'est vrai, c'est vraiment important de préciser que ce n'est pas une posture féministe, c'est que vraiment dans l'entreprise, ça peut se transformer en avantage concurrentiel pour les raisons que vous avez évoquées. Et est-ce que, Elena, vous avez quelques... exemples concrets, comment on rend ça possible. Vous avez parlé de valorisation, donc c'est valoriser les femmes. Vous aviez aussi évoqué la notion de falaise de verre. Je pense que c'est important aussi très concret sur ces aspects-là. Oui, alors nous par exemple, quand j'étais DRH et on voulait faire évoluer quelqu'un, même tous les ans, on évaluait les gens avec un 360. Une évaluation 360, donc ce n'est pas juste les managers qui évaluent, mais c'est aussi les collaborateurs et d'autres pairs. Donc N-1, pair, N+1. Avoir une vision globale de l'action d'une personne donne beaucoup plus de sens qu'uniquement la vision du manager. Et je vous donne une illustration qui est la personne qui dirige a plein de services dessous. Chaque service, c'est comme un parapluie. Donc il voit plein de pointes. C'est lui qui ne sait pas dire ce qui est en dessous du parapluie, c'est-à-dire ce qui se passe dans son service, ne va pas évoluer. En revanche, celui qui est très fort pour aller boire les cafés avec un tel et dire voilà ce que je fais, machin, voilà. Tandis que généralement les femmes, on est en train de faire des choses pour faire bien les choses, mais on ne sait pas faire savoir. Et du coup, le parapluie, il est là, il est bien nourri, bien plein, mais on ne sait pas. Donc, elle n'évoluera pas.
Donc du coup, avec un type d'évaluation qui existe depuis, j'invente absolument rien, depuis 30 ans, plein, on peut voir ces genres de choses. On peut voir d'autres compétences qu'uniquement la compétence métier. Et il y a un autre aspect aussi que j'aime bien, c'est quand on parle des productivités, dans les indicateurs qu'on suit quand on est manager, on a tous les indicateurs de production. Moi, j'aimais bien confronter aussi les indicateurs de production aux sous-dépensés. Parce qu'on peut être hyper efficace, mais pas forcément efficient. Donc, regardons plutôt les choses comme ça. Est-ce qu'on coopère? Est-ce qu'on sait travailler avec les autres? Est-ce qu'en situation de crise, on a su faire avec la production, le marketing, les RH, etc. Est-ce qu'on est grandi? Quel est notre impact? Enfin voilà, rajoutons d'autres indicateurs qu'uniquement les purs indicateurs de production. Enfin, ce sont des choses concrètes, non? Oui, parfait. Mais si, c'est parfait, Léna. Et ce que je trouve intéressant de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que l'idée, c'est que, en fait, il faut créer les conditions pour que ça soit possible. Donc, ça passe par un constat, des formations, etc. Et justement, Hélène Bernicot, c'est ce que vous avez conduit au sein du Crédit Mutuel Arkea. Et donc, est-ce que vous pouvez nous partager votre retour d'expérience sur voilà, quelles ont été les premières étapes et puis jusqu'à aujourd'hui, quels sont encore les enjeux qui persistent, même si cette démarche a été initiée en 2015? Bien sûr, donc bonjour à toutes et à tous. Alors je bois ces paroles, j'avoue qu'on n'a pas tellement eu l'occasion d'échanger avant de cette table ronde et je suis ravie finalement de vous présenter l'exemple d'une entreprise qui a fait un petit peu sa révolution en interne depuis maintenant quelques années et qui est passée en fait par tous ces moments et toutes ces actions très précises. Et l'idée, c'est un petit peu, avec quelques années de recul, vous dire ce qu'il en est, ce que l'on a fait, ce qui peut-être a marché, moins bien marché. Et en tout cas, ce que l'on a constaté, c'est que depuis 2020, il y a effectivement 2 femmes à la tête de cette banque, Crédit Mutuel Arkea. C'est la seule en Europe. Et je peux vous assurer que j'ai jamais vu autant non seulement de femmes dans la salle quand j'interviens, mais surtout, c'est la première fois que j'interviens qu'avec des femmes. Donc, on est clairement au niveau de la banque, au niveau des dirigeants bancaires, encore un métier extrêmement masculin. Alors, la situation de la banque, quand est-ce qu'on Crédit Mutuel Arkea, donc c'est 11 000 collaborateurs. À l'époque, c'est 2014-2015, au moment où on commençait à s'intéresser déjà au sujet de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là où on a commencé par faire un diagnostic. Et ça, c'est un point clé, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle s'est faite par des chiffres. C'est-à-dire quand on a regardé les chiffres, globalement, dans la banque, ce sont des entreprises qui sont féminisées. On a 54% de femmes, environ 46% d'hommes. Donc on a des femmes. Simplement, quand on regardait à l'époque, il y avait 70% de femmes dans les postes d'entrée, et plus on montait, moins il y en avait, et tout en haut, il n'y en avait pas. Et partant de ce constat, on s'est dit, en posant les chiffres, en fait, ça peut paraître un peu absurde ou surprenant qu'on n'ait pas vu ça avant. On s'est dit, mais il y a quand même un sujet, il faut qu'on le comprenne. Et on est allé assez loin en se disant, mais finalement, presque on peut dire qu'on est une entreprise qui discrimine. Ça a été jusque-là la réflexion à l'époque. Et évidemment, tout le monde disait, mais non, pas du tout, on adore travailler avec les femmes. Globalement, je pense que quand on interroge les uns les autres, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est effectivement ça le constat. Donc la première chose qui a été essentielle, c'est cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle passe par les chiffres. Ensuite, la deuxième étape de la prise de conscience, c'est de dire, et je rejoins un petit peu ce qui a été dit là, c'est que finalement, une entreprise plus mixte, et plus mixte à tous les niveaux dans l'entreprise, elle sera plus performante. Et aujourd'hui, je ne vais pas le démontrer, mais des études, il y en a énormément partout, notamment par des cabinets de conseil en tout genre, et qui démontrent tout simplement que des équipes mixtes, au sens large, ce sont des équipes plus performantes, tout simplement parce qu'ils intègrent tous les talents, et tout simplement parce ces équipes mixtes vont permettre d'adresser le sujet par différents angles, différentes perceptions, et forcément, à plusieurs, on est plus pertinent. Et quand on voit aujourd'hui la complexité du monde qui nous entoure et la complexité des enjeux à adresser, forcément, on est obligé de se dire il faut qu'on aille capter tout cet état. Donc, prise de conscience, ça, c'était clé. Deuxième sujet clé, évidemment, c'est l'engagement des dirigeants. Alors, je le dis d'autant plus volontiers qu'à l'époque, ce n'était pas moi qui étais à la tête de l'entreprise. J'étais à la DRH. Et en tout cas, nos 2 dirigeants qui étaient des hommes, quand on leur a mis les chiffres sous la table, quand on leur a amené ce sujet de la performance de l'entreprise, ils nous ont dit, il faut agir.
Donc ça, c'est clé. C'est-à-dire que le fait que le dirigeant s'engage, prenne la parole, explique que c'est un sujet absolument clé et du coup donne les moyens à une entité de mener de manière, j'allais dire, sérieuse dans le long terme et avec des plans d'action adaptés, c'est un élément évidemment essentiel. Alors après, le deuxième élément, c'est, j'allais dire, d'associer le collectif. Alors ça, on a beaucoup parlé, et ça, alors moi, je suis absolument convaincue que c'est un point clé. Il ne s'agit pas, dans l'entreprise, d'opposer les hommes et les femmes. Il s'agit de faire de l'égalité homme-femme à tous les niveaux, prendre le sujet de manière apaisée, de manière sereine, et en se disant, ça va être bien pour les femmes et ça va être bien pour les hommes. On l'a vu tout à l'heure. Et j'y reviendrai un petit peu après, finalement, les travaux que l'on a menés nous ont conduit à adapter un certain nombre de process, à mettre plus d'équilibre partout, pour tout le monde dans la vie des collaborateurs. Et ça, évidemment, tout le monde est gagnant, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, et que ce soit, je pense, la société de manière générale. Donc ça, c'était un élément clé. Et pour embarquer tout le monde, en fait, au départ, c'est un sujet qui a été confié à des femmes. Donc au départ, on s'est réunis entre femmes et très vite, on s'est tout dit, mais en fait, il faut qu'on associe les hommes et il faut qu'on réussisse à associer toute l'entreprise. Donc on a travaillé ensuite, il y a eu des femmes, puis il y a un groupe mixte d'hommes et de femmes. Et puis après, l'enjeu, c'était de faire en sorte de pouvoir avoir des plans d'action adaptés dans toutes les structures dans l'entreprise. Puisque ce qui est absolument clé, c'est de bien comprendre le problème, comme toujours. C'est de bien identifier le problème. C'est-à-dire, c'est quoi la racine du problème, comment on en arrive là, comment on identifie les freins et comment on va proposer des solutions pragmatiques, efficaces, simples. Et ça, on l'a fait en descendant en fait, le sujet partout dans l'entreprise. Quand je dis partout dans l'entreprise, je vous l'ai dit, on est 11 000 collaborateurs, il y a 40 filiales, 2 fédérations. On n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes sujets partout. En fonction des métiers, ce ne sont pas les mêmes thématiques. Et donc, on a redescendu ces sujets dans les entités et on a travaillé avec ce qu'on a appelé à l'époque des ambassadeurs mixité. Donc, des personnes en plus qu'on a pu former. Là, je rejoins, on a effectivement fait des formations au sujet des stéréotypes, au sujet des biens inconscients. Et on s'est rendu compte que les collaborateurs étaient ravis d'abord d'avoir ces formations-là dans l'entreprise. On s'est rendu compte que tout le monde apprenait énormément de choses. On sait, alors je ne sais pas si on a déconstruit ce qu'on pensait, mais en tout cas, hommes et femmes, globalement, ça a été très apprécié. Donc on a formé 10 000 collaborateurs. On a formé nos administrateurs aussi au sujet. Et en fait, on se rend compte que amener ces sujets de société dans l'entreprise, c'est aussi quelque chose qui est attendu, je crois, aujourd'hui de nos collaborateurs et ça nous a permis aussi de progresser. On a donc, une fois qu'on avait identifié les freins de manière précise dans toutes les entités, défini en fait des plans d'action. On a défini des plans d'action par structure avec des objectifs chiffrés. Parce que je le disais tout à l'heure, le démarrage, c'était bien des chiffres. La suite, c'est aussi des chiffres. C'est-à-dire dire, mais concrètement, voilà, quels sont les objectifs chiffrés et ensuite, quelles sont les actions qu'elle va mettre en place. Donc ensuite, les objectifs chiffrés, ça veut dire aussi qu'il faut embarquer les managers, forcément. Donc ça veut dire dans les objectifs aussi de nos managers, on a intégré des objectifs sur la mixité qui visaient à mettre en place une meilleure mixité. On ne l'a pas fait de manière descendante. On a dit à chacun, on veut des équipes mixtes. Dites-nous à votre niveau quel est le bon indicateur, qu'est-ce que vous allez faire. Et c'est là-dessus qu'on va aussi vous évaluer. Là, ça rejoint le fait que finalement, le manager, il n'est pas là que pour avoir et remplir des objectifs commerciaux. Il est aussi là pour amener un mieux-être dans l'entreprise et pour contribuer globalement au projet d'ensemble de l'entreprise. Ensuite, donc sur les actions qui ont été définies, il y a à chaque fois vraiment 2 volets, en tout cas avec un petit peu de recul. Le volet process, c'est-à-dire on change un certain nombre on adapte un certain nombre de process. Alors, on parlait tout à l'heure du congé parental. Le sujet du congé maternité a été dans beaucoup de structures un sujet qui a été relevé, qui a été remonté comme étant un moment compliqué au moment du recrutement. Quand on parle de recrutement, ça peut être aussi recrutement interne, c'est-à-dire les mobilités. Et donc, on a travaillé sur ces sujets. On a créé le congé parental. On a détendu tout le monde, effectivement, sur tous ces sujets-là. On a travaillé aussi à se dire, mais le moment du congé maternité, c'est aussi un moment où on prend du recul, où on réfléchit, où on grandit, on apprend à faire autre chose. Et par ailleurs, finalement, ça se fait, cette sortie de l'entreprise pour les enfants, mais pourquoi pas le proposer pour d'autres raisons, en fait. Et c'est ce qu'on est aujourd'hui en train de développer, en disant, mais finalement, on sait qu'on va tous devoir travailler
probablement de plus en plus longtemps. Donc, est-ce que finalement, à un moment, on ne peut pas proposer aux collaborateurs qui le souhaitent de quitter l'entreprise à un moment, un temps donné, pour faire un projet, s'engager sur autre chose. Et en réalité, en général, on commence à le faire. Ils reviennent 1000 fois plus motivés en ayant appris énormément de choses. Et donc, c'est des choses aussi qui permettent de remettre de l'égalité et de l'équité, j'ai envie de dire, parce que les hommes, les femmes, à un moment, personne n'est indispensable. Tout le monde doit peut-être pouvoir aussi s'échapper. Il faut juste l'organiser, il faut juste le prévoir, il faut juste adapter. Voilà. Un second process absolument clé, là, pour le coup, qu'on a mis en place, et malheureusement, j'ai envie de dire, on est encore en train de le mettre en place, c'est le sujet, on n'en a pas beaucoup parlé, le sujet des rémunérations. Sur le fait que même dans une entreprise très motivée comme la nôtre, il se trouvait qu'on avait, et on a du mal à le réduire complètement, des écarts de rémunération entre les rémunérations des hommes, des femmes, sur les mêmes postes, avec le même niveau d'expérience, avec le même niveau d'ancienneté. Et tout ça, alors on a essayé de comprendre comment ça se fait qu'on en était encore là. Tout ça, c'est lié au fait que c'est un fait, une réalité. Globalement, au recrutement, notamment, les hommes négocient un peu plus, donc rentrent souvent avec un petit cran d'avance, et après, voilà, ou alors au moment des promotions, on négocie un peu plus, ou tout simplement, c'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité quand le manager, y compris les managers les plus motivés, mettent des promotions encore, alors de moins en moins, mais au démarrage, on avait beaucoup de cas où un homme, il va avoir 2 000 €, une famille 500 €, et ça, on le voit quand on fait des analyses au global, pas forcément au cas par cas, mais c'est vraiment des choses à mettre en place, donc vraiment du process, de l'analyse, et des exigences en disant ça, je ne laisse pas passer, je corrige, je me fixe des budgets pour corriger cela. Alors, c'est des choses qui sont au départ pas très bien appréhendées dans l'entreprise. De se dire, là, on ne va pas mettre un budget de points, on appelait ça, nous, les points, les budgets roses, enfin c'était un peu caricatural, mais et même des femmes qui nous disaient non, moi je veux pas que ce soit quelque chose, je veux être reconnue pour ma compétence, je veux pas. Mais sauf que la réalité, c'est que sinon on génère des écarts. Donc aujourd'hui, on a quasiment, je dis quasiment parce qu'on n'y est pas tout à fait, mais quasiment résolu ce problème-là, mais en permanence, et on continue à le suivre. Donc là, je suis toujours sur les chiffres. Il faut suivre. Après, donc sur la culture, je parlais tout à l'heure de la formation. Ça, c'est extrêmement important. On a effectivement travaillé avec des spécialistes de la question. On a aussi formé en interne. Ça, c'est une solution qui était assez efficace. C'est-à-dire qu'on a formé en interne, je parlais tout à l'heure des ambassadeurs. Donc, on a fait former en fait, des personnes qui ensuite ont formé leurs collègues. Et en fait, ils intervenaient en binôme, un homme, une femme, qui ont été formés, qui ont ensuite formé leurs collègues, en fait. Et d'abord, ils ont adoré faire... Enfin, en tout cas, la majorité, et on a eu beaucoup de retours positifs, ont vraiment aimé, ont appris plein de choses, et puis ont aimé aussi pouvoir finalement participer dans l'entreprise à la formation d'autres collaborateurs. C'était aussi un autre rapport qu'ils pouvaient avoir au niveau de l'entreprise. Voilà pour les différents plans d'action. Alors maintenant, aujourd'hui, peut-être, où en est-on, et peut-être nos enjeux. Alors aujourd'hui, donc, on a 2 femmes à la tête de l'entreprise, et aujourd'hui, j'ai envie de dire... Alors, c'est exactement ça. Je me dis évidemment pas tous les matins, on est rôle modèle, où je suis rôle modèle, tout le monde me regarde, etc. Sauf qu'il y a forcément, on regarde un peu forcément en haut. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que, alors j'aurais pu le faire avant. Je crois qu'il y a des chiffres. Non. Ah pardon, oui, les chiffres. Oui, j'ai parlé des chiffres, mais j'ai pas donné quand même les résultats pour vous dire d'où on est parti, on est arrivé. Mais en fait, aujourd'hui, il se trouve que donc il y a 2 femmes à la tête du groupe. On est au niveau du COMEX à 40%, il y avait 0 en 2015. Voilà. Et puis, donc au niveau des cadres de direction, on a doublé. Et puis au niveau des directeurs d'agence, parce qu'en fait, c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut travailler. Et ce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir fait tout cela, c'est que ça nous permet d'éviter de traiter les quotas de manière, entre guillemets, un peu bête, c'est-à-dire en disant je vais aller absolument mettre une femme sans vraiment travailler sur le fond. C'est-à-dire, nous, on a travaillé sur le fond, et du coup, on voit que maintenant, en fait, tout ça se fait un peu plus naturellement, un peu plus spontanément. Alors maintenant, aujourd'hui, donc, j'y viens où on est. Donc, on est 2 femmes à la tête, donc rôle modèle. Donc, forcément, on est un petit peu regardant, un peu attentif. Et je crois que ce que l'on prône assez naturellement, assez sincèrement, c'est une culture peut-être un peu plus de l'équilibre un petit peu partout dans l'entreprise. Je pense que le fait de montrer, et une fois que maintenant dans l'entreprise, ça c'est un fait, il y a des femmes qui sont globalement partout, et on se rend compte que du coup c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané, et les choses, ma foi, se font de manière assez sereine, et en même temps, on se rend compte qu'il faut continuer à suivre.
parce que si on lâche le suivi, et je reviens sur les chiffres, il y a parfois des réflexes qui reviennent. Et je vais prendre deux sujets qui nous occupent maintenant encore. Donc il y a le sujet des métiers genrés, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Métiers genrés, c'est le métier où j'ai soit que des femmes de fait, soit que des hommes de fait. Du coup, c'est compliqué de faire... d'avoir une mixité à tous les étages. Et ce sujet-là, il aborde quoi? Il aborde le sujet en fait, des écoles. C'est-à-dire comment ça se passe dans les écoles, comment ça se passe... Et en fait, ça nous amène à ces thématiques-là, comment on va venir agir très tôt. Je pense que ça aborde aussi le sujet probablement un petit peu de l'éducation. On parlait de ça, hein, ça vient toucher des sujets de société, forcément. Et puis notre deuxième sujet, c'est vraiment de créer des viviers et donc de continuer en permanence à alimenter en fait, ces viviers d'hommes et de femmes et de s'assurer qu'en fait, nos viviers de potentiel au sens large sont bien des viviers mixtes qui vont nous permettre, à chaque fois qu'on a des mobilités ou des promotions de postes de direction, de pouvoir choisir entre des hommes et des femmes et de pas finalement n'avoir que des hommes à pouvoir promouvoir. Mais c'est vrai que c'est aussi une exigence permanente, et je le dis même pour moi, qui suis forcément assez motivée sur le sujet, c'est-à-dire que parfois, se forcer à se dire, en fait, il me faut j'identifie une personne assez spontanément, assez naturellement, mais de se forcer à dire, non, mais il faut absolument que je me donne le choix et la possibilité d'aller chercher, d'imaginer, alors en l'occurrence, une femme, et donc c'est des choses que l'on fait, et ça nous a amené, encore une fois, parce qu'on a cette exigence en permanence à nommer des femmes. Et maintenant, on en arrive à nommer des femmes à des postes de direction de filiale très opérationnels. On sort effectivement d'uniquement des femmes sur des postes de RH, de communication, de direction juridique, où c'est peut-être des postes un petit peu plus classiques. Et j'avoue que j'ai pas... souvenir, enfin, on n'a pas de cas d'échec de femmes, donc ça fonctionne très bien, et les femmes au poste de direction s'en sortent, j'allais dire, aussi bien que les hommes. Et globalement, voilà, le dernier message que j'ai envie de donner, que j'ai envie de passer, c'est de dire, je pense que les femmes, je ne l'ai pas abordé là, mais il peut y avoir ce sujet de confiance, d'oser. Donc, ce que j'ai juste envie de dire aux femmes, c'est ayez confiance, osez et restez vous-même. Et aux hommes de dire que le sujet de la mixité, c'est évident, c'est un sujet qui est bien pour les hommes, pour les femmes. En tout cas, c'est un sujet globalement de bien-être pour l'entreprise en général. Merci Hélène. Alors, oui, bravo. On a dépassé le temps, mais je crois qu'on a un petit quart d'heure. Donc, si certains ou certaines ont des questions, on peut... Ah, Christine, oui, pardon, vous devez... Oui, je dois partir, mais je voudrais compléter rebondir par rapport à ce que dit Hélène, qui est très important. Comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai la chance d'être au conseil exécutif du MEDEF. Il y a quand même de belles raisons de voir que le progrès est en marche. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont non seulement au conseil exécutif du MEDEF en France, mais il y a aussi beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui prennent des directions de grosses industries. Donc là aussi, et ce ne sont pas seulement des transmissions d'entreprises, ce sont des créations d'entreprises. Donc la femme prend de plus en plus de place dans le milieu économique, le milieu des entreprises. Regardez bien aussi, et je pense Hélène que vous l'avez constaté, les transmissions d'entreprises de père en fille sont de plus en plus nombreuses, ce qui montre bien que là aussi, il y a une éducation. Et en Finistère particulièrement, j'ai de très, très belles entreprises dont ce sont des femmes qui ont repris la direction. Vous les connaissez toutes aussi bien que moi. Donc, on a quand même... Ce ne sont pas des raisons d'espérer, ce sont des éléments pragmatiques. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. Il existe encore. Pour autant... Je pense que toutes les instances, et les hommes comme les femmes, ont pris conscience que grandir et que de faire face à ce qui nous attend, et Dieu sait que l'entreprise fait face à beaucoup de choses, on parle beaucoup de changement de paradigme, c'est intégrer les femmes et les hommes, et le « et » est important, et ce ne sont pas les femmes contre les hommes. Évidemment, il y a encore du chemin, et on est toutes là pour le montrer. Mais il y a quand même, je pense, de nouvelles générations qui arrivent et qui nous montrent
que les étapes se franchissent de plus en plus, je dirais, pas facilement, mais en tout cas, tout le monde prend conscience que nous ne sommes plus bonnes à faire des enfants, avoir des postes secondaires, mais qu'au contraire, nous n'avons pas pris le pouvoir en tapant sur la table, mais nous avons pris le pouvoir par nos compétences. Merci beaucoup, Christine. Je vous laisse aller à votre... Merci beaucoup. Donc, si certains d'entre vous, certaines ont des questions, sinon je vais conclure, puisqu'on a largement, bien dépassé, mais c'était passionnant. Je tenais à vous remercier toutes de votre présence. Merci infiniment. Merci à toi. Et merci à toi. Ouais. Merci à vous. Je voulais aussi remercier le Télégramme pour l'organisation. Et avant de partir, je ne vais pas faire de conclusion parce que ça a été tellement riche, mais terminer sur une phrase d'Amandine Day, qui est extraite de son livre La femme brouillon, et qui dit que les femmes devraient toujours se méfier quand on leur accorde un monopole. C'est bien ça qu'il s'agit de changer. Donc je vous laisse méditer et bonne fin de journée.